Et encore une fois, quelque chose qui m'a beaucoup apporté, c'est les analyses croisées, en demandant souvent à mon collègue, mais pourquoi t'as pensé à faire ça? Pourquoi t'as rédigé ça comme un porc à cet endroit-là? Est-ce que t'avais pas le temps? Est-ce que tu l'as fait exprès? Qu'est-ce qui s'est passé? Sois le bienvenu. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'échecs et de mathématiques. L'objectif, dans cette émission, c'est de te montrer comment la connaissance de certaines disciplines, ici le jeu des échecs, peuvent te permettre de progresser en mathématiques et même d'élaborer tes propres méthodes de progression et de travail. Donc il s'agit ici de mettre en lumière une manière d'adapter les idées qui viennent d'un autre domaine pour enrichir ces mathématiques. Alors cette émission, elle va être structurée comme un cycle de travail, c'est-à-dire qu'il va y avoir l'entraînement, puis après le devoir surveillé, puis après l'analyse. Tout ça transposé dans le monde des échecs. Bien entendu, c'est quelque chose qui ne va pas être exhaustif, et aussi, je vais faire en sorte que ça soit compréhensible par quelqu'un qui a de très vagues notions du jeu d'échecs. Alors le premier point dont je vais te parler, c'est l'entraînement. Donc ici, je vais me placer dans le contexte où le joueur va prendre une nouvelle ouverture. Donc très brièvement, une ouverture, ça va être une série de coups qui est réalisée en début de partie et qui va amener à une variété de positions données. Le but ici, c'est d'apprendre une nouvelle ouverture. C'est-à-dire apprendre à jouer une partie correctement en commençant la partie par une certaine suite de coups donnés. Alors le parallèle en mathématiques, il est très simple, c'est tu veux apprendre un nouveau chapitre. Donc reprenons le monde des échecs. Après un court passage théorique, ce qui peut être recommandé, c'est de faire une série de parties courtes, qu'on appelle blitz, afin d'éprouver rapidement l'ouverture. C'est-à-dire que tu vas commencer toutes tes parties par la suite de coups que tu essayes d'apprendre, et tu vas la tester contre la réalité du terrain. Voir si t'aimes bien cette ouverture. Voir si cette ouverture, elle t'inspire beaucoup pour jouer, ou si elle te met dans des situations délicates. Ici, avec la série de blitz, l'idée c'est d'accepter l'échec et d'itérer très rapidement pour progresser et pour avoir une base de réflexion. Il y a vraiment une volonté de compréhension par la pratique. Ici, tu vas retrouver en mathématiques le thème du cycle de travail, où j'expliquais que pour commencer à travailler un chapitre, tu n'étais absolument pas obligé de commencer par le cours, et que la plupart du temps, il valait même mieux commencer par les exercices sans même savoir le cours, pour ensuite aller chercher dans la théorie les éléments qui manquent à la pratique. Eh bien cette idée, elle est directement adaptée de cette méthode d'entraînement que je te décris pour les échecs. Une fois que tu auras fait ta série de blitz, ce que tu peux faire, c'est analyser des parties de grands maîtres d'échecs avec l'intention de comprendre leur jeu avec l'ouverture que tu as choisi de travailler. Donc ici, tu peux te demander à chaque coup, qu'est-ce que je jouerai à leur place, et vérifier si effectivement, ils ont joué un coup qui était similaire au tien, auquel cas tu peux te dire, j'ai peut-être eu une bonne idée, ou ils ont joué un coup qui était complètement différent du tien, auquel cas tu vas vraiment te demander pourquoi. Est-ce que mon coup était mauvais? Est-ce qu'il a pu l'envisager? Ou alors pourquoi son coup était meilleur. Le mieux c'est encore de regarder les parties qui sont commentées, avec les erreurs à l'intérieur et les réflexions à chaque coup. Et ici je te mettrai un lien dans la description, mais c'est une chaîne que j'ai énormément regardée, à la fois pour apprendre l'anglais et apprendre les échecs, c'était il y a très peu de temps. C'est Chess Explained, un Allemand, qui est un maître international, et qui a publié un nombre incalculable de parties de blitz, où tu pourras voir quelles sont ses réflexions. Alors quel est le parallèle en mathématiques? Eh bien ici, les parties de grands maîtres, ça pourrait être très simplement les solutions de devoirs surveillés de ton professeur. C'est-à-dire que c'est un expert qui a produit une réflexion sur un sujet donné. Et tu vas te demander à chaque fois, est-ce que j'aurais rédigé de la même façon? Est-ce que cette ligne qui met là, est-ce qu'elle est indispensable ou pas? Est-ce que la méthode qu'il a choisie, elle est plus efficace que la mienne? Tu peux toujours essayer de faire ce travail. Tu peux essayer de faire un travail similaire. Alors après, si tu as de la chance, les solutions de ton professeur seront annotées. Et à côté de la solution, il t'expliquera comment il a fait pour penser à cette solution-là. En mathématiques, c'est vraiment ce que je vais chercher. En tant que professeur, j'essaye vraiment de produire pour mes élèves des solutions commentées, pas forcément en m'étalant sur la technique, mais en commentant à côté comment j'ai fait pour mettre en œuvre ce raisonnement-là à un moment donné. Alors reprenons l'entraînement. Donc notre joueur a fait certaines parties rapides pour éprouver son ouverture. Ensuite, il a analysé des parties de grands maîtres pour essayer de comprendre comment ces gens-là jouaient, comment ces gens-là réfléchissaient. Soit il a essayé de le deviner
avec quelque chose de non commenté, soit il a lu le commentaire d'un grand maître sur le jeu d'un autre grand maître, soit il a carrément eu accès à des parties jouées en live avec le jeu assorti de la réflexion. Et en fait, cette chose-là, c'est quelque chose qui va être itéré. Donc moi, ce que je recommande, c'est d'itérer ça. Des blitz, des analyses. Des blitz, des analyses. Et on fait exactement le parallèle en mathématiques. On fait les exercices, on regarde ce qui va pas, on complète avec le cours, puis on refait des exercices, on revient au cours, etc. C'est exactement la même chose. Le deuxième point dont je vais te parler, c'est la partie d'échecs. Donc admettons que notre joueur se préparait, en fait, pour une partie de plusieurs heures. Ce qu'on va retrouver de commun avec les mathématiques, c'est la notion d'échauffement. Le joueur, il va pas arriver devant son échiquier en pensant à son petit déjeuner. Il y a beaucoup de choses qu'on va faire pour obtenir un état de concentration. Des petits puzzles, des tactiques, révision d'ouverture classique, et vraiment beaucoup de choses qui vont pouvoir permettre d'être focalisé sur ce qu'on va faire ensuite. En mathématiques, c'est exactement ce que je recommande juste avant une épreuve de concours ou juste avant un devoir surveillé. Je recommande pas d'arriver et de commencer à taper la discute sur des sujets complètement aléatoires ou même de réviser frénétiquement. Je recommande juste de faire en sorte d'arriver dans un état de concentration. Ça peut être avec du calcul mental, ça peut être en essayant d'inverser des petites matrices, ça peut être aussi en te remémorant quelques démonstrations de théorèmes que tu connais comme des histoires. L'important, c'est d'arriver concentré et prêt à faire des mathématiques. Ensuite, pendant la partie, je vais pas beaucoup détailler, mais tu vas retrouver le thème de la concentration, le thème de la gestion du temps, le thème aussi de l'état de fraîcheur et de la confiance en soi. Ça, ce sont des choses que j'ai un peu développées dans les épisodes précédents, mais que je vais surtout développer à l'approche des concours. Et enfin, contrairement aux mathématiques, cette fois, il va y avoir un résultat qui est immédiat. C'est-à-dire qu'on va tout de suite savoir si on a gagné ou si on a perdu. Mais encore une fois, dans la progression, ce résultat n'a aucune importance. Parce qu'il est possible d'avoir joué admirablement et d'avoir perdu contre plus fort que soi. Il est possible d'avoir joué très mal et d'avoir finalement gagné. Donc l'important, on retrouve ça en mathématiques, c'est vraiment est-ce que j'ai fait du mieux que je pouvais à tous les coups. Tout ceci m'amène à mon troisième point qui est l'analyse. Alors cette analyse, elle peut se faire seule, ou bien discuter en binôme ou à plusieurs pour faire des analyses ensemble, ou même tu peux analyser la partie de ton collègue et ton collègue peut analyser la tienne. On retrouve exactement la même chose en mathématiques. Quand tu reçois ton devoir surveillé corrigé, ou peut-être même avant d'avoir reçu la correction, tu peux essayer de faire un débriefing tout seul pour essayer de comprendre le thème du devoir, pour essayer de comprendre les endroits où tu as perdu du temps, pour essayer de comprendre les endroits où tu étais bien plus à l'aise que tu ne le pensais. Tu peux faire ça en binôme, bien entendu. Quand j'étais étudiant, je le faisais toujours en binôme, juste après le devoir surveillé. Et encore une fois, quelque chose qui m'a beaucoup apporté, c'est les analyses croisées, en demandant souvent à mon collègue, mais pourquoi t'as pensé à faire ça? Pourquoi t'as rédigé ça comme un port à cet endroit-là? Est-ce que t'avais pas le temps? Est-ce que tu l'as fait exprès? Qu'est-ce qui s'est passé? Ça, c'est quelque chose d'assez drôle, et qui va te faire énormément progresser. Donc ici, j'insiste vraiment sur la valorisation de l'analyse en binôme, parce que tu vas vraiment pouvoir poser beaucoup de questions. Aux échecs, ça va être « As-tu pensé à jouer ce coup ? Pourquoi ne l'as-tu pas joué ? Comment pourrais-tu faire pour y penser la prochaine fois ?» En mathématiques, c'est la même chose. « As-tu pensé à l'intégration par partie ? Pourquoi tu l'as pas faite ? Est-ce que la prochaine fois, tu vas trouver un signal qui va te permettre de la faire ? Etc. C'est la même chose. Et le pompon dans tout ça, c'est qu'une partie perdue est souvent beaucoup plus productive à analyser qu'une partie gagnée. Parce que l'essentiel, c'est d'avoir joué son meilleur jeu, en fait. Et en fait, quand tu perds en jouant ton meilleur jeu, t'es sûr de trouver quelque chose pour progresser. Et c'est exactement ce que j'ai pu développer en mathématiques sur les impasses, c'est-à-dire que je décrivais le cas d'un élève très faible, qui avait un devoir surveillé sur 2 thèmes, et qui choisissait de se consacrer à fond sur un. Comme ça, il est sûr d'avoir joué son meilleur jeu sur la première partie, et de trouver quelque chose pour progresser. Alors que s'il fait tout à moitié, mais au final, de toute façon, bien sûr, il va se taper une tôle, mais en plus de ça, les erreurs qu'il aura faites, elles seront pas d'une grande qualité, pour faire référence à l'émission précédente. Donc, je reviens toujours sur ce thème, c'est qu'on est fier d'une partie d'échec, ou on est fier d'un devoir surveillé, quand on a fait de son mieux. Et à partir de là, on peut apprendre. Le 4e point, c'est assez rare dans ces podcasts, mais ici j'ai un 4e point qui est assez intéressant, c'est la compréhension des échecs. Parce que depuis le début, je te parle de bien jouer, de mal jouer, mais ça veut rien dire en fait. Alors le premier point, c'est que l'humain ne peut pas comprendre les échecs en totalité. Les ordinateurs sont depuis plusieurs dizaines d'années meilleurs que les humains à ce jeu-là.
Mais est-ce que ça nous empêche de faire des choses? Pas du tout. En fait, ça n'empêche pas une réelle volonté de compréhension des principes permettant de jouer les meilleurs coups selon l'ordinateur. Par exemple, dans l'ouverture, on te dit « En général, on ne bouge pas 2 fois la même pièce ». C'est pareil avec un professeur qui va te dire « En général, pour étudier une suite, on n'utilise pas forcément le théorème de la convergence monotone, à moins d'avoir vu quelque chose, à moins d'avoir une excellente raison de le faire ». Ton professeur, quand il te dit ça, il te parle pas de quelque chose de juste ou de faux. En fait, la compréhension, ici, il faut l'entendre comme la probabilité de réussite dans une situation donnée. C'est-à-dire que quand ton professeur te dit « en général, on fait comme ça », il te dit « dans mon expérience, dans tous les exercices que j'ai vus, j'ai obtenu les meilleurs résultats en raisonnant de cette manière-là ». C'est la même chose aux échecs. Quand ton professeur d'échecs te dit « ne bouge pas 2 fois la même pièce dans une ouverture », il te dit « la plupart des parties que j'ai vues où un joueur bougeait 2 fois la même pièce aboutissaient à une mauvaise position ». Mais quoi qu'il en soit, l'important c'est la volonté de compréhension. C'est-à-dire que tu vas retrouver dans les mathématiques comme dans les échecs des choses qui sont extrêmement abstraites et beaucoup trop complexes pour nos cerveaux, une volonté de compréhension avec des mots, avec des phrases en français, pour arriver à faire les choses du mieux possible. Donc ici, ce que je recommande pas, en mathématiques c'est la technique pour la technique, essayer de faire des choses sans comprendre pourquoi on les fait, ou apprendre des solutions par cœur, et dans les échecs, c'est pareil, c'est apprendre des ouvertures complètement par cœur, sans comprendre les principes de réflexion qui sous-tendent les coups qui ont été joués. Alors tout cela m'amène à ma conclusion. L'important, c'est d'avoir cette démarche qui consiste à développer ses connaissances dans plusieurs disciplines et de les relier entre elles, peu importe le succès. Si t'arrives à trouver dans une discipline dans laquelle tu es expert, que t'as fait depuis tout petit, ça peut être un sport, ça peut être une activité intellectuelle, tu peux essayer de te demander, est-ce que j'aurais pas des principes de performance que je pourrais rapatrier pour mes mathématiques? Si oui, eh bien c'est un succès, et sinon, si tu vois des différences, c'est aussi quelque chose qui va enrichir ton raisonnement. Et au final, ta molécule de connaissances, que je décris dans l'émission numéro 6, la structure des connaissances, chez moi elle est constituée bien sûr de mathématiques, mais pas seulement. Elle est constituée d'échecs, elle est constituée de poker, elle est constituée d'arts martiaux, elle est constituée de toutes les activités qui m'ont construit. Et de pouvoir raisonner comme ça procure énormément de joie. Et c'est vraiment ça que j'ai envie de te transmettre dans cette émission-là, et même dans les émissions à venir. C'est que les mathématiques seules, c'est un monde qui ne m'amuse pas. Par contre, quand je veux faire des comparaisons avec d'autres domaines, quand je veux faire des métaphores douteuses, c'est là où j'ai vraiment l'impression de m'amuser. Parce que non seulement ça m'amuse, mais en plus, en général, ça me permet de trouver des méthodes de travail qui sont bonnes pour moi, ça me permet aussi de répondre à des questions difficiles qui auraient été beaucoup plus pénibles si j'étais resté uniquement dans le monde des mathématiques. J'espère que cette émission t'a plu, et je te retrouve la semaine prochaine pour te parler de ce que m'a apporté la pratique du poker dans mes mathématiques, comme aujourd'hui j'ai pu t'expliquer ce que m'avait apporté la pratique des échecs, qui est très récente pour moi, dans mes mathématiques. En attendant, je te souhaite une excellente journée, et je te dis à la prochaine.